Alors, merci Manu pour la présentation. Bonjour à tout le monde, bienvenue. C'est la première séance, donc on ne sait pas encore comment ça va se passer. C'est un test, mais je pense que ça va bien passer. Et je dirais de commencer tout de suite à voir c'est quoi les pannes les plus fréquentes dans les aspirateurs. Et les aspirateurs, ils arrivent souvent dans les repas café. Donc, si vous faites vous-même, avant tout, il faut se souvenir de la sécurité. Donc, débrancher un appareil avant de l'ouvrir, utiliser des gants en caoutchouc parce que c'est bien contre des chocs électriques, ça protège bien. Et faites attention parce qu'il y a des appareils qui ont dedans des condensateurs et un condensateur, il ne se décharge pas quand vous débranchez la prise. Donc, c'est très important de faire attention, même si l'appareil il est débranché, qu'il y a des risques de prendre une décharge. Alors, pour les pannes, on a fait un choix de 6 objets qui sont les plus récurrents, et donc c'est le filtre, le bourrage et câble d'alimentation. Là, on tombe vraiment dans un objet un peu spécial. Les potentiomètres, les triacs, sont deux composants électroniques, et les charbons. Les charbons, je l'ai mis à la dernière parce que ça n'arrive pas souvent, mais ça peut être la cause d'un malfonctionnement. Et voilà, on est parti avec les filtres. Donc avant, dans les aspirateurs, il y avait qu'un filtre. C'était placé ici. Je vous montre l'endroit. C'était l'endroit où il y avait le sachet qui s'est rempli avec la poussière et le poil et tout ça. Et aujourd'hui, il y en a vraiment partout. Donc, il y a des filtres à l'entrée ici. Ça, c'est la, non, ça, c'est l'entrée ici, ici. Ici encore, c'est un filtre à l'entrée. Mais il y en a aussi à la sortie. Par exemple, celle-ci, c'est un filtre qui est à la sortie de l'air, qui est passé dans l'aspirateur à travers le moteur pour le refroidir. Et après, avant de sortir, elle est encore une fois filtrée, et là aussi. Donc, vous voyez, dans cet aspirateur ici, il y en a deux. Ça à l'entrée et ça à la sortie. Pourquoi? Parce que, bon, ils ont décidé que la poussière, c'est jamais bon à avoir. Donc, plus on a de filtres, et mieux c'est. Mais alors, il faut les nettoyer parce que le filtre, ça veut dire qu'il tient les impuretés de l'air et donc soit à l'entrée, comme ici, et soit à la sortie. Ça m'est déjà arrivé une fois ou plusieurs fois que des personnes qui viennent au repas café et en disant l'aspirateur fonctionne mais l'aspire pas et en demandant s'ils avaient vidé bien les sachets, ils me ont dit pourquoi il y a un sachet et donc, ça fait un peu bizarre, mais c'est la réalité. Donc, il y a des personnes qui pensent que l'aspirateur, il fait disparaître la poussière et tous les crasses. Et donc, c'est que c'est important de nettoyer bien les filtres. Donc, un aspirateur qui fonctionne, mais il aspire pas bien, ça pourrait être le filtre bien encrassé. Et donc, il faut vérifier ça. Et s'il n'y a pas de questions, Manu, tu me fais signe s'il y a des questions, hein. Donc, on va à la suivante et on arrive au bourrage. Pourquoi bourrage? Parce que parfois on aspire des morceaux de papier, des cure-dents ou d'autres pièces métalliques ou en bois ou du carton sans faire exprès, mais alors ils se coincent dans les tuyaux d'aspiration. Et alors l'aspirateur fonctionne, ça va dire qu'il s'allume, le moteur tourne bien, mais il n'aspire pas. Donc, il faut, pour faire un test vite, on allume l'aspirateur, on débranche le tuyau dans l'aspirateur et on teste avec notre main s'il y a de la bonne aspiration.
Si c'est le cas, donc il y a de la bonne aspiration, mais quand on met le tuyau, ça fonctionne plus, il aspire plus, ça veut dire que c'est le tuyau qui est bourré. Donc, on peut tester en soufflant dedans pour voir si c'est vraiment bouché. Ou sinon, on utilise, par exemple, ici, comme dans la photo, on utilise un balai, la manche d'un balai, et on pousse dedans, ou un autre bâton, ou n'importe quoi, pour pousser le bouchon qui est à l'intérieur. Ça, c'est très facile à comprendre et il faut toujours vérifier parce que si le moteur tourne, l'aspirateur fonctionne et il n'y a pas d'aspiration, soit c'est le filtre, soit c'est les bouchons dans les tuyaux d'aspiration. On va à la suivante, câble d'alimentation. Là, on est dans un sujet euh, très difficile. C'est difficile parce que si l'aspirateur ne fonctionne pas, il y a plusieurs raisons. Donc, un composant électronique qui a pété ou le câble qui ne fonctionne plus, qui est coupé. Donc, il y a la mauvaise habitude de tirer la prise au lieu de retirer la prise du mur, du socket, par la prise même, on la tire par le câble. Ou que ça arrive plus souvent en utilisant l'aspirateur, on est juste proche du coin de la chambre, de la pièce, mais il manque encore 3 centimètres pour arriver à bien aspirer partout. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire l'aspirateur, on tire le tuyau, et alors c'est là, sous le câble, juste après la prise, qui se casse le fil. Donc ça arrive souvent, l'aspirateur ne fonctionne plus du tout. Et ça que je conseille de jamais commencer à démonter l'aspirateur. Donc, on peut faire des tests. Je vais vous montrer comment tester un câble sans l'ouvrir. Sinon, alors les deux points où c'est plus souvent qui se casse le câble d'alimentation, c'est ici, juste après la prise, parce que, comme je disais avant, et c'est bon, parfois on tire le câble pour arriver encore quelques centimètres plus loin, ou ici dans la roller, parce que une fois qu'on retire tout le câble, c'est là qu'il y a plus d'effort sur le câble et c'est les deux endroits où on peut avoir une panne. Donc le fil il se coupe et bien sûr l'aspirateur ne fonctionne plus parce qu'il n'y a pas de courant qui passe. Donc, on va voir comment on peut euh, résoudre les problèmes. J'ai trouvé deux solutions qui ça marche bien. Un, c'est plus professionnel. Donc, le testeur de câbles, comme vous voyez ici, ça fait en deux morceaux, deux pièces, des appareils. L'appareil ici avec le câble va connecter, par exemple, sous la prise, comme on voit dans la photo ici, et l'autre, on l'allume et lui, il envoie un signal codifié sur le câble. Et avec la pointe de l'autre outil, on suit le câble et en poussant le bouton que vous voyez là, le bouton bleu, et qu'est-ce que ça passe? Que lui, à travers la pointe, il reçoit les signaux. Et donc, tout le long de la câble, il sonne, il émet un bruit, un buzzer. Et donc, vous avez que le câble, il est en bon état, il n'est pas coupé. Mais au moment qu'il y a une coupure, les sons qui sortent de l'appareil, ils changent ou ils s'arrêtent complètement. Et donc, ça veut dire que là, c'est le point où il y a le câble, il est interrompu. Et donc, il faut le réparer. Parce qu'un câble d'aspirateur, normalement, c'est long 4-5 mètres. Donc, c'est pas évident de comment on peut trouver le point où il est cassé. Même si on a dit que les deux points plus souvent sont juste après la prise et avant la rouleur,
mais ça pourrait être ailleurs. L'autre système que j'ai trouvé pour tester un câble, c'est un peu moins, comment dire, c'est pas vraiment professionnel. En utilisant un aiguille, là, vous voyez la borne noire qui il tient, le crocodile qui tient un aiguille est enfoncé dans le câble et l'autre borne du testeur qu'on avait mis sur le buzzer, donc la continuité du testeur pour voir s'il y a de la continuité. Donc on fait deux fois, on branche par exemple les rouges sur la prise et on enfonce l'aiguille dans le câble. Normalement, les câbles ils sont plates, donc on sait voir un peu plus à droite, un peu plus à gauche pour être sûr de rentrer bien où il y a le fil en cuivre. Et dans ces cas-là, par exemple, vous voyez l'instrument, il met dans 0,0,2 ohms. Donc, ça veut dire qu'il y a de la continuité. Et après, on change, si le cas il nous dit que c'est bon, donc le fil de gauche, il fonctionne, on passe à l'autre borne de la prise et on fait le même test. Et en enfonçant l'aiguille dans le câble sur l'autre côté, donc si on l'avait mis à gauche, on le met à droite, un peu plus loin, comme ça les deux trous, ils sont pas tout près et on refait le test. Et normalement, ça fonctionne bien. Ça, c'est un système pas trop professionnel, mais qui nous permet vraiment de voir si la panne elle est là dans le câble juste après la prise. Sinon, on nous... Allez, Oui, Salomon, j'ai une petite question de Cathy. Est-ce que ce test par l'aiguille, ça pourrait créer un risque plus tard de percer justement ce câble avec une aiguille? alors, il y a qui dit oui. J'ai des collègues qui me déconseillent de faire ça. Et moi, je dis non, parce que si l'aiguille est tout fin, la plastique, le caoutchouc va se resserrer. Donc, les petits trous qu'on va créer, c'est pas trop dangereux. Et c'est pour ça que je dis de le faire pas l'une à côté de l'autre, mais de laisser 4-5 cm entre les deux. Donc, il n'y a pas de risque qu'il y ait une fuite de courant entre les deux trous. Que ça pourrait arriver si les câbles les ont bien découverts. Donc, ça s'appelle un arc électrique. Mais si on fait les trous avec une aiguille, le caoutchouc va se resserrer, ça va se refermer. Donc, c'est pas trop dangereux. Et merci pour la question. La sécurité, c'est toujours la première chose. Et donc, c'est bien de poser des questions comme ça. Alors, là, on arrive au potentiomètre. Le potentiomètre, c'est rare qu'il se casse parce que c'est un truc tout simple. Il y a une lame carbone, quelque chose comme ça, une lamelle en cuivre qui frotte sur la base et donc c'est pas quelque chose qui casse vraiment souvent. Et alors, pour le tester, on utilise le potentiomètre en mettant le potentiomètre sur l'échelle des ohms. Vous voyez ici dans la photo, les ohms, il y a le symbole des ohms. On met le potentiomètre là. On met les deux bornes du potentiomètre sur le point A et B, qui sont les deux contacts du potentiomètre, et on mesure la résistance qu'il y a entre les deux bornes, entre les deux points A et B. Alors, normalement, chaque potentiomètre, il a son valeur marquée dessus. Donc là, on a 10 kiloohms, ça veut dire 10 000 ohms de résistance. Et comme c'est un potentiomètre, c'est une résistance variable, le valeur, ça pourrait être 0 ou 10 000. Et si vous tournez le potentiomètre, cette valeur passe de 0 à 10 000 avec toutes les valeurs intermédiaires. Et donc, pour mesurer s'il fonctionne, on met le testeur sur les deux points A et B, on mesure et si on arrive à le faire en même temps de tourner
les potentiomètres, on voit que les valeurs de résistance, ça change. Et donc, il faut vérifier si ça va de 0, le minimum, à les valeurs maximum qu'il est marqué sur le potentiomètre. Dans ce cas-là, c'est 10 000 ohms. Et comme ça, on sait tester le potentiomètre. Mais c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent parce que c'est vraiment très rare qu'il casse. Après, on a les triacs. Qu'est-ce que c'est les triacs? Les triacs, c'est comme un robinet. Vous voyez ce truc noir-là avec 3 pattes qui sont A2, A1 et G pour gate. Alors, les potentiomètres, ils travaillent ensemble au potentiomètre. Pardon, les triacs travaillent ensemble au potentiomètre. Et donc, normalement, sur les gates, les G, la patte nommée G, ils arrivent, une petite courant qui arrive par le potentiomètre, là, et c'est une sorte de robinet. Donc, selon la position du potentiomètre, donc la résistance, le courant qui arrive sur le gate, sur les anodes 1 et A2, on a un passage de courant. Et comment se fait le passage de courant? Le triac, il a la capacité de s'allumer et de s'étendre des milliers de fois par seconde. Donc, au lieu d'avoir, imaginez un tuyau d'arrosage, pour avoir plus ou moins d'eau, vous ouvrez et vous fermez le robinet. Mais dans ces cas-là, c'est un peu différent parce que c'est toujours ouvert, mais ça change le temps que le triac reste ouvert. Ça veut dire que si on prend 1 seconde, le temps, l'unité de temps, si le triac reste ouvert 1 seconde, ça veut dire qu'il y a 100% de passage de courant. Mais si on l'allume une demi-seconde, ça veut dire qu'il y a les 50% de passage de courant. Et c'est comme ça que fonctionne un triac. Donc, si on laisse ouvert un deuxième de seconde, on aura un cinquième de passage de courant. Et c'est ouvrant et fermant des centaines ou des milliers de fois par seconde qui change la puissance, la courant qui passe dans le système-là, et donc aussi la courant qui arrive au moteur. Et c'est comme ça qu'on change la puissance du moteur. Alors, pour tester un triac, c'est bien facile. Normalement, il y a un côté qui est sur une plaque en aluminium pour le refroidir, et ça, c'est l'arrière. Et si on regarde devant, on a 3 pattes. Normalement, les deux à gauche, ils ont le passage de courant. Donc, il y a le 220 volts. Et sur la droite, la patte droite, il s'est connecté au potentiomètre. Alors, ça suffit. C'est ça dans le cas que l'aspirateur ne fonctionne pas du tout. Donc, ça veut dire vous branchez la prise, vous avez déjà contrôlé que le câble il est en bon état, mais il n'y a rien qui passe. Donc, il faut vérifier si le triac il fonctionne encore ou il est en panne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, j'ai mis pour montrer une ampoule. Et alors, quand on met la borne du testeur entre les deux pattes, donc on crée un court-circuit entre les deux pattes, si le triac il fonctionne, l'ampoule va s'allumer ou le moteur va se mettre en route. Et donc, ça, c'est pour tester. Donc, au cas où, quand vous mettez votre vous mettez un court-circuit, les deux points A1 et A2. Si l'aspirateur ne s'allume pas, ça veut dire que le triac, il est foutu, il faut le changer. S'il n'y a pas de questions, là, on commence à être un peu plus de... Justement, une petite question de Luc qui me demande combien coûte un triac s'il faut le remplacer. Ah oui, sûrement, oui, parce que ça coûte, je pense, même pas 1 euro. Donc, Ok. ça vaut sûrement la peine de le changer. Les composants électroniques, ils ont à part certains, mais ils ont un coût normalement moins d'1 euro.
Donc, une résistance, ça peut coûter 5 centimes, 10 centimes, un triac 50 centimes. Donc, c'est les composants, c'est vraiment les prix les plus bas. Et c'est pour ça que je dis toujours que même une carte électronique d'une machine à laver qui a des centaines de composants électroniques, ça peut pas coûter 200 euros. Parce que c'est vraiment, c'est pas le prix des composants, c'est la politique de dire aux gens, ben non, ça coûte trop cher, vous changez votre machine à laver, vous achetez une nouvelle. Donc, c'est pour pousser les gens à changer les appareils et pas les réparer. Et j'ai aussi une question du coup de François par rapport au Oui. triac qui me dit est-ce qu'on peut le chanter. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, alors il a mis entre parenthèses, c'est un fil avec une pince de chaque côté et on placerait une sur une borne et l'autre sur la seconde. Je comprends pas qu'est-ce que ça veut Peut-être, dire chanter. est-ce que François, tu veux allumer ton micro pour poser ta question? C'est un moyen. Sinon, on reviendra à cette question à la fin si c'est plus simple. Alors peut-être j'ai compris, je vais donner une réponse, si c'est Mhm. la bonne, elle va nous dire. Donc pour la réparation d'un aspirateur, on peut mettre un court-circuit, les deux pattes de gauche. On fait une soudure avec un petit morceau de fil en cuivre et si c'était le triac qui fonctionnait plus, avec ça, on fait un pontage et donc l'aspirateur va se mettre en route. Et il ne changera pas la vitesse, donc l'aspiration sera toujours au maximum, mais il va refonctionner. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je vois que Luc dit que chanter c'est court-circuiter, donc peut-être que c'était Ouais, la réponse qu'il fallait. Mais s'il y a besoin de plus de détails pour la suite, on pourra revenir à la fin de la présentation. ouais. Donc, j'avais bien compris ce qu'il voulait dire et je pense que j'ai répondu à sa question. Merci. Et on arrive, dernière slide, au charbon. Les charbons sont aussi importants dans le fonctionnement d'un aspirateur parce que c'est là qui se passe la courant de le circuit, donc de la câble et de la petite carte électronique qu'on a dans l'aspirateur au rotor du moteur. Et c'est ici qu'il y a un frottement. Vous voyez qu'il est un peu arrondi parce que c'est le charbon là qui vont toucher sur le bobinage intérieur du moteur. Donc le moteur il a un bobinage à l'extérieur autour et un bobinage à l'intérieur, et c'est celui qui tourne. Et donc, pour transmettre la courant du câble à le roteur intérieur, on a besoin de charbon. Alors, parfois, les charbons, ils sont abîmés. Et donc, c'est pas, ici, c'est très bien consommé. Donc, ça veut dire que l'aspirateur fonctionne très bien, le moteur tourne bien. Mais si vous voyez que c'est tout noir autour, là, où je vous montre, et si c'est noir et c'est pas assez lisse, mais il est vraiment mal consommé, donc c'est les charbons soit c'est les charbons, soit il y a un problème ailleurs. Probablement dans le roulement intérieur, dans le bobinage il y a plusieurs bobinages à l'intérieur sous le rotor et donc ça pourrait être là qu'il y a un souci. Donc une bobine qui est cassée, qui est un court-circuit ou autre chose et alors les charbons ils vont pas fonctionner bien et ils vont se consommer d'une façon irrégulière. Et donc ça c'est on comprend bien parce que quand on met en route l'aspirateur, le moteur, il fait un bruit bizarre et il tourne pas d'une façon régulière, mais c'est comme s'il sautait des coups. Donc, vous entendez que le bruit, c'est pas nickel, mais il y a un problème. Et alors là, il faut vérifier. Mais souvent,
s'il y a un problème, que vous voyez que les charbons ils sont noirs là ou là, qu'il y en a un, vous démontez les deux en même temps, vous voyez qu'un il est plus consommé que l'autre. Bon, là, ça veut dire qu'il y a un problème et souvent, par expérience, on n'arrive pas à le trouver parce que c'est dans le bobinage intérieur. Et donc, c'est là qu'il y a un problème. Mais ça, vous saviez que c'est un problème qu'on ne sait pas résoudre, au moins qu'on trouve la cause. Donc, et je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, ah, on t'entend pas. Bien vu. Bien. Donc, il y a effectivement les questions, mais qui reviennent sur les slides précédents. Donc, je pense que c'était la dernière slide ici, les charbons, c'est ça? Avant la fin. Donc, il y a Luc qui me demande s'il faut les remplacer. Les charbons sont-ils tous les mêmes pour tous les modèles? Et alors non, ce ne sont pas tous les mêmes et il faut les remplacer s'ils ne sont pas assez longues. J'ai mis l'anlatte dans l'image numéro 2 pour montrer que la longueur, ça doit être au moins 1 centimètre. S'il n'est pas le cas, c'est sont à changer parce que sinon, ils ne vont plus faire contact, donc le moteur va plus tourner. Et donc, il faut démonter, trouver le... Ah, ton micro qui s'est éteint tout d'un coup. OK, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Et j'ai rien touché, hein. Donc, et donc, comme je disais, vous prenez le modèle de votre aspirateur et vous cherchez les charbons pour votre modèle parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes. Mhm. Euh, Comme la présentation est quasi terminée, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à poser des questions. Et en attendant, je vais poser celles que les gens ont écrites dans le chat. Il y a Cathy qui demandait notamment pour le potentiomètre s'il faut le tester hors tension. Oui, bien sûr. Tous les tests qu'on a faits sont hors tension, sauf les triac. Donc, les triac, pour le tester dans la façon que je vous ai montré, il faut brancher l'appareil. Donc, il faut faire bien attention, mettre des gants en caoutchouc. Mais pour les potentiomètres, c'est une mesure de résistance, donc on n'a pas besoin de brancher. Mhm. Alors, il y avait une autre question de Cathy également. Où est-ce qu'on peut acheter le testeur de câbles? Est-ce que c'est dans tous les magasins de bricolage ou c'est un outil spécifique? Non, c'est un outil spécifique. On le trouve dans des magasins spécialisés ou, comme je fais souvent, je cherche sur eBay. Et là, c'est un bon endroit pour trouver tous les outils qu'on a besoin. Et ça coûte environ 20-25 €, mais c'est très pratique pour trouver, par exemple, dans les aspirateurs, je l'ai acheté vraiment pour ça. Parfois, la découpe, la coupure, c'est pas près de la prise, mais alors avec ça, tu sais trouver exactement où se trouve. Et c'est le cas quand le câble il est resté coincé dans une porte qui a claqué, et alors là, il s'est coupé et tu sais pas le trouver d'une autre façon. Mhm. Ah, il y a d'autres questions qui arrivent. N'hésitez pas, hein, si vous. Apparemment, on n'arrive pas à ouvrir son micro, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat. Donc il y a Lutte qui demande pour atteindre le triac, les charbons ou l'enrouleur de fil, est-ce facile de démonter l'aspirateur? Que faut-il comme outil de base? Un tournevis cruciforme? Point d'interrogation. Comment on fait pour ouvrir l'aspirateur? C'est un peu ça la question. Ouh, là, on tombe dans un problème vraiment très, très difficile. Parce que je ne sais pas pourquoi les constructeurs des aspirateurs, ils cachent les vis n'importe où. Et donc, ouvrir un aspirateur, c'est pas du tout facile parce qu'il y a souvent des vis cachées ou ils ont clipsé. Et donc, c'est pas la chose la plus facile. Je comprends pas pourquoi ils ont mis pas de vis bien en vue, qu'on peut facilement accéder. Je peux imaginer que c'est pour nous empêcher de l'ouvrir, mais sinon, il n'y a pas de question d'autres raisons sinon que ça.
François nous dit également que pour la marque Dyson, les vis sont cachées derrière les roues. Petite Oui, astuce. oui, c'est vrai. Mais chaque aspirateur, il est cache n'importe où. Donc, c'est pas, oui, il faut le trouver. Et donc, quand je démonte un aspirateur, je commence à dévisser tous les vis que je trouve. Je force le châssis pour l'ouvrir. Et si je vois qu'à un moment, il y a un endroit qu'il force, qu'il ne veut pas s'ouvrir, alors là, je suis sûr qu'il y a encore une vis. Parce que normalement, même si c'est en clipsé, vous faites un peu de force et le châssis s'ouvre. Mais s'il ne s'ouvre pas, alors il y a une vis. Ça, c'est sûr. Voilà, je pense que c'était la dernière question. Je ne sais pas si vous en avez encore, sinon on va pouvoir en rester là. Je vois que Sophie est en train d'écrire un message, donc peut-être qu'on va attendre encore la question de Sophie. Bon, en attendant les questions, en tout cas, on vous invite, en tout cas, si vous voulez continuer à apprendre par vous-même à réparer des objets, ben déjà à suivre les prochaines petites sessions de réparation qu'on va faire toute cette semaine sur les temps de midi. Demain, ce sera la centrale vapeur et le programme est disponible sur notre site internet avec les liens de connexion à chaque fois. Donc, c'est à chaque fois rendez-vous à midi pile pour une demi-heure de présentation. Il y a également d'autres tutoriels qui sont présents sur notre site internet, dont le lien est affiché ici sur la dernière slide. Les messages de Cathy, c'était merci pour ce lunch instructif. Alors, il y avait François qui redemande la question de la longueur des charbons. Est-ce que la valeur de 1 cm est valable pour tous les charbons moteurs dans d'autres électroménagers? Est-ce qu'il faut à chaque fois 1 cm ou parfois c'est plus long ou plus court en fonction de l'électroménager? Bon, là, je ne sais pas vraiment répondre, mais il faut vérifier aussi sur place chaque moteur que si vous pensez que la longueur que vous voyez, c'est assez pour toucher. Donc, derrière le charbon, il y a toujours un ressort qui pousse le charbon sur le moteur. Et donc, si vous voyez que le charbon, il n'arrive pas à bien toucher les roteurs, ça va dire qu'il est trop court, même s'il a 1 centimètre ou plus. Donc, c'est pas une règle générale, mais il faut vérifier chaque cas. Donc, oui. Mhm. Et alors, une question de Sophie, mais ça c'est une question pratico-pratique. Est-ce que les slides seront disponibles au téléchargement? Alors normalement, vous pouvez les télécharger a priori en cliquant sur le petit bouton à gauche de la slide, en bas à gauche. Normalement, il y a une petite flèche qui permet de télécharger. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous envoyer un mail à info@repairtogether.be et on vous enverra les slides. Ou je vais mettre même mon mail dans le chat, comme ça vous pouvez m'envoyer un mail à moi-même et je vous enverrai les slides de la présentation. Hop, repairtogether.be. Voilà. Un petit mot de la fin, Alessandro, pour clôturer ce petit moment. Bon, j'espère que ça a été intéressant parce que on apprend toujours. Moi aussi, même si ça fait des années que je fais de la réparation, mais je trouve toujours quelque chose à découvrir. Et donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et le rendez-vous, c'est à demain, à la même heure, pour une autre séance. Voilà, merci beaucoup Alessandro en tout cas. Et n'hésitez pas, si vous avez des remarques, des retours à faire, de nous envoyer un mail pour nous le communiquer. On vous donne rendez-vous à demain. Il y a un enregistrement qui a été fait de cette petite session, donc on la mettra disponible aussi sur la chaîne YouTube de Repair Together, assez dans les plus courts délais. Et on vous dit à demain. Et merci en tout cas d'avoir participé à cette petite session. Au revoir à tous. Au revoir. Merci à tout le monde. À demain.